Bonjour Thomas Morelfort. Bonjour, bonjour Malika. Bien, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de diversité.be. Nous Merci de me avons recevoir. vraiment beaucoup de chance de vous avoir parce que vous êtes un homme de conviction, vous êtes journaliste, photoreporter, le titre exact, hein. Et nous avons eu envie de vous inviter aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur personnellement, évidemment parce que c'est un sujet sur la condition des femmes, mais surtout sur le drame que vivent certaines femmes exploitées, notamment donc ces domestiques philippines qui sont engagées dans des maisons de ce que vous appelez les ultra riches, de grosses familles de la monarchie du Golfe, mais aussi de Libye et des pays extrêmement fortunés. Donc, vous avez infiltré, je dirais, en quelque sorte, le milieu de ces femmes. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Peut-être avant d'évoquer ce sujet, peut-être pouvez-vous nous présenter, enfin, vous présenter de manière succincte. Ouais, d'accord. Mais alors, je suis photojournaliste depuis 2012 à peu près. Alors avant, je travaillais comme salarié au Parisien, donc c'était de l'actualité nationale au jour le jour. Puis après, je suis devenu freelance pour pouvoir justement m'intéresser à l'actualité internationale et à pouvoir faire des projets plus long terme, parce que moi, le photojournalisme qui m'intéressait le plus, c'était celui que j'avais vu dans le magazine 6 mois à sa création, quoi, où c'est des projets qui durent 5 ans, 6 ans, 7 ans, et où on a le temps d'aller dans la complexité, de suivre des personnes, les personnes qu'on suit en photo, de les voir évoluer, de comprendre leur situation le plus en profondeur possible. Donc ça, j'ai pu le débuter en freelance parce qu'une activité de photojournaliste salarié dans un quotidien ne laisse pas le temps de pouvoir s'y consacrer tout simplement. Voilà. Avant, ça c'est juste Oui, pour allez, ma. allez-y Thomas. Oui, alors avant moi c'était le cinéma qui m'intéressait, donc j'ai fait le l'INSAS à Bruxelles, Oui, tout à fait. l'Institut Hein, vous national. êtes un peu un Bruxellois de cœur, je pense. Exactement. Donc ça me fait Et très plaisir de participer à ce nouveau média mais à c'est Bruxelles. gentil, on vous remercie, mais le cinéma vous a happé pendant un certain laps de temps, donc vous l'avez étudié ici à l'INSAS à Bruxelles, et puis vous avez décidé de faire un autre choix Voilà. Alors professionnel. j'ai continué, après l'INSAS, je suis retourné en France faire des études théoriques de cinéma et de philosophie. Et c'est dans Mhm. ces études-là théoriques que j'ai découvert, en fait, j'avais comme prof Alain Bergala, qui est un spécialiste de Godard et qui a beaucoup écrit sur la photo, notamment les correspondances new-yorkaises de Pardon pour Libération, qui est un texte théorique sur la photo très important. Donc en fait, c'est via mes études de cinéma que Mhm. j'ai découvert ce qu'était le reportage et plus précisément le reportage photographique, le photojournalisme en général. Et à partir C'est de ce ça. moment-là, j'ai essayé de commencer ça. J'ai commencé au Parisien et après en freelance. Voilà. Bah, c'est très bien, écoutez, c'est très complet. Alors Thomas, j'ai entendu un jour une de vos interventions et vous nous disiez qu'un jour vous étiez donc vous viviez dans le 16e arrondissement de Paris, mais pas dans les luxueux appartements évidemment hors prix, mais dans un appartement qui était dans votre budget, je dirais, dans ce Dans un quartier. studio, oui. Vous étiez un jour dans le métro et vous entendiez parler un groupe de femmes philippines et vous vous êtes intéressé à ces femmes. Alors racontez-nous cette anecdote. Oui, c'est ça. Alors moi, je venais avec un autre collègue qui était photographe aussi. On avait trouvé euh, un studio ici dans le 16e arrondissement de Paris, qui est bon. Alors je sais pas si c'est connu des Si, Belges, mais c'est si, quand même voilà, c'est censé être l'arrondissement le plus même pas bourgeois, c'est-à-dire ultra riche, presque très riche. Oui. très riche. Et Près et du du bois de coup, Boulogne, près de la porte de près du bois Saint-Cloud, de enfin Boulogne, voilà, voilà, beau c'est ça. quartier. Et bah, tout simplement, je connaissais, c'était un milieu complètement inconnu pour moi, et juste par curiosité, j'ai remarqué beaucoup de femmes asiatiques qui
promenaient, enfin en poussette, des enfants blancs ou qui visiblement ne leur n'étaient pas les leurs, quoi. Oui. Et du coup, je savais même pas au début qu'elles étaient philippines parce que je connaissais pas du tout cette situation. Et effectivement, en rentrant chez moi une fois dans le métro, j'en ai euh, croisé plusieurs de ces femmes que j'ai abordées. On a sympathisé, je me suis présenté comme photographe. Et au fur et à mesure, alors je n'avais aucune idée d'en faire un reportage. Au début, c'est par simple curiosité pour savoir ce qu'elles vivaient, pourquoi elles étaient spécifiquement dans le 16e et quelle était leur situation. On est devenus assez proches, plutôt amis. Elles m'emmenaient voir des célébrations, enfin des réunions de leur communauté en fait. Et alors là, à partir de Donc ce moment-là, j'ai vu elles se retrouvaient entre elles exactement. régulièrement. Voilà, comme en fait la communauté, la diaspora philippine est un peu partout dans le monde, et effectivement, elles se retrouvent pour recréer des conditions de vie ou de vie sociale qu'elles connaissent. Elles se C'est ça. retrouvent entre elles, et donc là, en l'occurrence, près de la porte de la Muette, je sais pas si ça a Si. importance, mais donc elle m'invite là, et je vois une sorte de monde parallèle ou que je n'avais aucune idée, que probablement beaucoup de gens n'imaginaient pas dans ce lieu un peu symbole d'ultra richesse du 16e. Et, et voilà, donc un an se passe où les relations se tissent, il y a la confiance qui s'instaure. Et pendant ces un an-là, à vrai dire, je les côtoie sans projeter tout de suite de faire un reportage sur elles. C'est juste une fois qu'elles commencent à me parler de leurs conditions de travail, de ça, que je commence à leur dire, il faudrait qu'on raconte votre histoire. Justement, Thomas, je vous coupe, hein, mais donc Oui, on considère qu'aujourd'hui, la communauté philippine, donc essentiellement féminine, représenterait 50 000, c'est les c'est ça. chiffres, je pense, hein, 50 000 femmes, hommes, femmes, et disons que c'est quand même une communauté féminine très importante. Alors il y a Euh, 50 000 à peu près. Alors on ne sait pas parce que ils sont sans papier, donc c'est très c'est difficile de ça, savoir le nombre exact. Mais en France, à peu près 50 000 Philippins. Plus de la moitié sont sans papier et 80% sont des femmes, très bien, c'est ça. qu'on Donc, appelle les est-ce qu'elles vivent sous le Filipinas. régime, donc les contrats, le contrat de travail dont elles disposent est un contrat régi sous la loi française quand même, ou pas, pour celles en tout cas qui sont engagées de manière légale. Y en a-t-il Alors, d'ailleurs? moi, dans mon reportage, je n'ai rencontré que des Philippines qui n'avaient pas de papier, donc D'accord, qui n'avaient pas de contrat de travail. d'accord. Donc c'est uniquement des qui étaient payés au black tout le temps. Effectivement, il y en a qui réussissent à avoir des contrats de travail même si elles sont sans papier, ce qui après leur permet de donner de pouvoir demander une régularisation. Mais Mhm. en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué de mon expérience maintenant depuis 6 ans dans cette communauté, c'est qu'au départ, elles n'envisagent pas forcément de rester 10, 20 ans en France. Elles se disent, je vais rester quelques années, envoyer de l'argent à ma famille, puisque bon, on n'a pas parlé de ça, mais le but premier de ces femmes est de pouvoir en fait gagner de l'argent pour que leurs enfants puissent poursuivre des études et pour Exactement. améliorer le quotidien vraiment de façon simple de leur famille, Oui. rester sur place. Mais est-ce que ce C'est-à-dire, sont excusez-moi, est-ce que ce sont des femmes qui viennent avec ces familles ultra riches, dans leur, je dirais dans leur bagage pour parler un peu crûment, ou est-ce qu'ils les recrutent en France? Et s'ils les recrutent en France, puisqu'elles sont sans papier, comment font-ils pour les recruter? alors il y a plein, il y a tous les cas de figure. Par exemple, au début, moi j'ai rencontré plusieurs femmes. Il y en avait une, Myrna, que je suivais depuis longtemps. Elle est venue dans les bagages d'une famille de princes d'Arabie Saoudite qui sont Mhm. venus. Alors pour situer un peu en fait les familles qui viennent d'Arabie Saoudite ou les familles libyennes ou les familles du Golfe euh, ont trois destinations en France en fait, c'est-à-dire plutôt le 16e à Paris. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se retrouvent tous à vivre dans le 16e.
L'été, ce sera sur ce qu'ils appellent la French Riviera, c'est-à-dire la Côte d'Azur, plus spécifiquement Cannes, et l'hiver à Courchevel. Donc, la famille de Myrna, qui employait Myrna à l'époque, avec une autre collègue à elle, ils sont allés à Courchevel, et elle, les conditions d'exploitation étaient terribles, donc elle a décidé de s'enfuir et de préparer une évasion avec sa collègue. Donc, dans le chalet, à 4 heures du mat, cette Myrna et sa collègue se sont enfuis de la villa où ils étaient pour pouvoir rester en France, en fait. Parce que, évidemment, quand ils les emportent avec elles, ils confisquent les passeports. Et donc, elle s'est enfuie. Elle est restée quelques mois dans un foyer de sans domicile fixe près de Courchevel. Et elle a fini par monter à Paris. Et où là, après, elle a refusé de se remettre en full time, comme elles disent, c'est-à-dire des contrats où elle vit avec la famille, et donc de faire que du part time, selon leur, c'est-à-dire des petits contrats qui va lui permettre aussi de. Alors du coup, elle devra payer un loyer, une chambre de bonne pour elle, mais qui lui permettra de pas se retrouver coincée sous l'emprise d'une famille, en fait. Bon, alors je sais plus si on l'a déjà dit, mais juste pour rappeler en fait cette activité de partir à l'étranger en tant qu'employé domestique pour pouvoir envoyer de l'argent à leur famille. Évidemment, c'est pour permettre d'offrir une éducation à leurs enfants, pour pouvoir améliorer le quotidien tout simplement de leur famille restée sur place, pas seulement leurs Oui, enfants, parce mais qu'elles leurs ont des parents. enfants, souvent en bas âge d'ailleurs. Vous Voilà, aviez cette remarque très juste de femmes qui s'occupaient d'enfants d'autres pendant que les leurs étaient exactement. restés aux Philippines. Mais j'avais une question par rapport également donc évidemment on parlera des conditions de travail qui sont évidemment dramatiques, et vous faisiez d'ailleurs une distinction entre esclavagisme moderne et exploitation domestique, hein, on en reparlera aussi. Mais est-ce que ces femmes viennent dans les bagages, si j'ose dire, de manière un peu grossière, de ces riches familles, ou est-ce qu'ils les recrutent en France? Et s'ils les recrutent en France, comment font-ils, puisqu'elles sont sans papier et qu'elles sont inexistantes sur le sol français, théoriquement? Alors, il y a plein de cas différents. C'est-à-dire que, alors, je vais commencer par moi présenter le cas d'une des femmes que j'avais commencé à photographier, mais il y a maintenant 6 ans, qui s'appelait Myrna, qui elle était embauchée par une famille de princes saoudiens, enfin d'Arabie Saoudite, et qui justement s'est enfuie une fois qu'elle était en France. Pour situer un peu les choses, les familles riches, ce qu'on dit les ultra riches, c'est-à-dire bon, principalement des familles libyennes, des pays du Golfe, du Koweït, Qatar, etc. Euh, en, dans le cas de la France, ils viennent à Paris l'année, c'est-à-dire plutôt dans le 16e. C'est pour ça justement qu'elles s'installent dans le 16e, les Philippines. L'été sur ce qu'ils appellent la French Riviera, c'est-à-dire la Côte d'Azur, mais principalement Cannes, voilà. Et l'hiver à Courchevel. Donc moi, celle que j'avais rencontrée, Myrna, que j'ai photographiée pendant 3-4 ans, elle avait été emmenée dans les bagages entre guillemets. Donc ils avaient retiré son passeport, ce qui est souvent le cas, et elle avait planifié une évasion avec une de ses collègues qui travaillait aussi pour cette famille. Elles avaient planifié de profiter du séjour en France pour s'évader du chalet où ils étaient. Donc à 3 heures du mat, elles se sont évadées. Elles sont restées quelques mois, je pense, dans un foyer de sans domicile fixe avant de rejoindre Paris. Et maintenant, du coup, son but était d'éviter ce qu'elles appellent les full time, c'est-à-dire les emplois où elles sont complètement à la service, service à temps plein de à la domicile, famille, à voilà, demeure. Oui. à demeure, et de multiplier les part-time, ce qui revient à une situation plus ou moins de ce qu'on connaît d'une femme de ménage, c'est-à-dire 3 heures chez quelqu'un, 3 heures chez quelqu'un, et qui leur permet d'avoir aussi une vie personnelle, même si moi, dans celles que j'ai rencontrées, leur vie est vraiment consacrée à envoyer perpétuellement de l'argent à leur famille. En général, elles envoient, pour avoir une ordre d'idée, elles envoient entre 80 et 90% de ce qu'elles gagnent, en fait.
Mais je Elle, pense elle, qu'au niveau aussi économique, donc on pense, en tout cas les chiffres disent que 10% de la population philippine est une population qui a migré, donc qui travaille à l'étranger. Donc au oui, niveau de oui. l'économie, ça c'est évidemment très important pour ce pays. Mais il y a un chiffre aussi que je retiens qui m'a un peu évidemment heurté, c'est que pour venir en Europe, en tout cas pour celles qui ne viennent pas, encore une fois, avec ces familles, elles payent parfois des passeurs jusqu'à 12 000 livres, c'est ça? 12 000 livres, Ouais, 12 000 c'est dollars, énorme, c'est c'est terrible. énorme. Oui, bah en fait c'est bon. Il y a à peu près 10 millions de Philippins qui vivent et qui travaillent à l'étranger. Hein. Donc ça fait effectivement, comme vous disiez, 10% de la population de l'archipel. Donc ça fait que les Philippines sont considérées comme un des pays, un des premiers pays exportateurs de main d'œuvre au monde. Hein. Et effectivement, c'est une stratégie depuis 10 ans des gouvernements, c'est-à-dire que c'est valorisé, ils vont parce que en fait tous les transferts d'argent de cette diaspora philippine représentent 10% du produit intérieur brut des Philippines. Euh, mais oui, alors celles qui arrivent en Europe, enfin, moi je vais plutôt parler de celles que j'ai suivies. Mais Oui. Jane et Donna, oui, ont dû passer ont dû payer un passeur. Pour Donna, c'était à peu près 13 000 euros, enfin l'équivalent de 13 000 euros. Et en fait, alors, des fois, les passeurs sont plus ou moins fiables et Mhm. fournissent plus ou moins des bons documents. Donc, des fois, elles se retrouvent à pas pouvoir passer dans les pays où elles souhaitaient aller au départ et tout ça. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'argent qu'elles investissent dans ce service d'un passeur, la première année, généralement la première année de travail qu'elles vont effectuer en tant que femmes de ménage ou qu'employées domestiques, va servir exclusivement à rembourser Mhm. Mhm. les dettes qu'elles ont contractées auprès de ce passeur. Exact. Donc, Oui. il y a des cas où le passeur, parce que ça fonctionne en organisation, hein, le passeur a déjà prévu une famille dans laquelle, pour être sûr qu'il retrouve son argent, en fait. Mhm. Mhm. Donc, une fois qu'elles ont remboursé ce prêt, après, elles peuvent essayer de trouver d'autres familles. Et il faut savoir que, bah, en fait, elles rejoignent, moi, ce que j'ai vu à Paris, en France, c'est qu'il y a quand même une communauté très organisée où elles peuvent trouver du travail assez vite, en fait, parce qu'elles vont voir une agence qui va leur dire, bah voilà, il y a telle famille qui recherche et tout ça. En fait, elles s'organisent entre elles. Il y a une vraie C'est ça. solidarité qui se crée. Et à part la période du Covid, je les ai jamais vus euh, ne pas avoir de travail ou ne pas être sollicités pour du travail. Alors, Euh, alors, Thomas, elles s'endettent aussi probablement dans leur propre pays, donc pour pouvoir réunir cette somme, pour pouvoir traverser et donc arriver chez nous. Est-ce que pour vous, alors il y a l'effet bouche à oreille, je pense que, est-ce qu'on sait là-bas, vous allez me dire probablement que oui, parce que depuis le temps maintenant que ça se passe, est-ce que là-bas on sait les conditions dans lesquelles elles vont se retrouver dans ces familles? Donc, alors, est-ce que ça ne dissuade pas aussi celles qui ont envie de venir, alors en sachant qu'elles doivent abandonner leur famille, leurs enfants et devoir s'endetter dans leur propre pays pour venir? alors c'est une question primordiale, hyper intéressante, très complexe. Et je pense qu'elle est commune à toutes les sortes de migrations. Mmh. Euh, ce qui fait la spécificité de la migration philippine, c'est qu'elle est très valorisée par le gouvernement philippin parce que économiquement, le pays dépend de celles qui vont faire le ménage à l'étranger. Euh, alors, dans mon cas, moi, j'ai eu la chance de faire 4 ans de reportage en les suivant dans leurs conditions de travail à Paris. Ensuite, j'ai pu, grâce à un prix au Festival Visa pour l'image, avoir une bourse qui me permettait d'aller voir leur famille sur place. Parce que ça me paraissait essentiel de pouvoir. Et d'ailleurs, c'est pas mon idée, c'est-à-dire que en leur parlant, Jen m'a dit si tu veux vraiment comprendre pourquoi on fait tout ça, pourquoi on accepte tout ça, il faut que tu vois ce qui se passe chez nous Mmh. là-bas et que tu comprennes pourquoi on fait tout ça. Donc je me suis rendu aux Philippines dans leur famille et effectivement il y a une méconnaissance totale
de ce qu'elles endurent, quelles sont leurs conditions, même par leur famille proche. C'est-à-dire que moi, j'ai pu constater sur place que les questions étaient rares sur va ma femme, parce qu'en fait, ça fait des familles qui sont un peu Éclaté, oui. éclatées. Oui, alors effectivement, c'est une famille, aux Philippines, le divorce est interdit jusqu'à maintenant. Peut-être que ça va changer bientôt. L'avortement est interdit aussi. Et du coup, bon, le père reste le chef de famille, mais en fait, il dépend entièrement financièrement de ce que va envoyer sa femme qui est partie faire employé Oui, domestique à l'étranger. Et même s'il continue à travailler des petits salaires comme chauffeur de taxi ou employé de sécurité, ça ne représente absolument rien par rapport à l'envoi d'argent que peut oui. faire. Donc, il se retrouve en fait dans une position qui est difficile Mhm, à vivre pour mhm. lui aussi, c'est-à-dire dépendant uniquement financièrement de sa femme et de Oui, s'occuper de tous les enfants. Mais comme ils ont besoin tout le temps, et ça moi pour les suivre encore maintenant, hein, je continue à avoir des contacts. Tout le temps, la famille leur demande quelque chose. C'est-à-dire oui, que en plus des frais de scolarité, en plus de améliorer la maison et tout ça, et il y a une vraie douleur, une vraie incompréhension chez ces femmes de savoir où vont l'argent qu'elles mettent, qu'elles oui. pour Mhm, lesquelles elles ont tant sacrifié. oui, C'est-à-dire que par exemple, il y a beaucoup de de conflits avec leur mari, par exemple, sur l'emploi de l'argent qu'elles vont utiliser. C'est pour ça oui. que très vite, elles vont choisir de l'envoyer directement à leurs enfants une fois qu'ils auront un âge, parce que bon, comme elles disent, one day billionnaire, c'est-à-dire elles veulent pas que l'argent qu'elles envoient se retrouve à faire acheter de l'alcool, Mais vous nous raconterez aussi tout à l'heure une très belle anecdote, c'est que une des filles de ces femmes que vous avez suivies a fait des études universitaires grâce à sa maman qui a pu lui envoyer de l'argent et donc qui a été diplômée. Mais avant de parler de cette chose qui est quand même assez jolie et qu'on peut évoquer vers la fin de notre entretien, je voulais aussi peut-être qu'on parle maintenant de comment on vit, comment on travaille, enfin, quelles sont les conditions de travail de ces femmes dans de somptueux palais, dans des appartements haussmanniens de plusieurs millions d'euros. Comment est-ce qu'on vit au quotidien, souvent dans des appartements ou même des maisons vides, parce que parfois ces familles ne sont pas là. Elles annoncent leur arrivée et donc c'est branle-bas de combat pour le nettoyage et finalement elles ne viennent pas parce que pour des raisons exactement. X ou Y. Racontez-nous un peu le quotidien de ces femmes dans ces palais de luxe. Alors alors moi ce que il y a évidemment des cas très graves d'esclavage moderne, d'abus sexuels, d'abus physiques. Mm-hmm. Euh, euh, Plusieurs cas ont essayé de sortir en France, mais sortent inlassablement à l'immunité diplomatique dont Oui, bénéficient les patrons. oui. Euh, Moi, je vais plutôt parler de mon expérience en tant que photojournaliste sur les trajectoires personnelles de celles que j'ai rencontrées. Donc, évidemment, moi, quand j'ai commencé ce reportage, je me suis dit, il faut absolument décrire quelles sont les conditions dans lesquelles elles travaillent. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir me faire embaucher avec l'une d'entre elles, Donna, avec qui je m'entendais très bien, dans une Mm-hmm. euh, dans une villa pendant un mois et demi, en tant que moi-même homme de ménage. Ce qui a été compliqué à faire. Évidemment, ils ne savaient pas que j'étais photojournaliste. Au début, ils ont beaucoup hésité parce que dans les familles, c'était une famille libyenne là pour le coup, ils ne prennent pas normalement d'hommes à la maison Mm-hmm. pour faire les travaux de ménage ou de repassage. Normalement, ils prennent pas. Donc, ils étaient déjà un peu réticents à ce que je sois un homme, mais ils avaient absolument besoin de quelqu'un pour cette période-là de l'été dans leur villa à Cannes. Et ils trouvaient pas parce qu'elle avait mauvaise réputation et qu'il y avait aucune Philippine de disponible. Donc, ils ont accepté que Donna vienne avec un homme. Ils savaient évidemment pas que j'étais français, donc ça a fait un choc quand j'y étais. Et puis après, du coup, j'ai pu passer un mois et demi sur place à vivre ce qu'elle vivait. Donc dans cette villa, il y avait une autre Philippine qui était Tita, qui était nourrice de la. Alors il faut savoir qu'on appelle les patrons Monsieur et Madame. Donc En français, en français.
Oui, en français, monsieur et madame, on dit tout le temps monsieur. Alors que ce sont souvent des anglophones, enfin, non? Oui, alors, ouais, nous on disait monsieur et madame, et parce que en fait, elle parlait quand même en anglais avec les Philippines et en arabe avec tous les autres employés. Parce que tous les autres employés masculins, du coup, enfin, les hommes employés travaillaient à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire le Mhm. jardinier, le chauffeur, la sécurité, les l'électricien, enfin tout ce qui était sur l'extérieur de la maison, Intendant. c'était voilà, c'était des employés maghrébins sans papier aussi, hein, donc ils parlaient arabe avec eux, en anglais Avec avec les euh, avec les Philippines, mais c'était yes madame en fait. C'est d'ailleurs une des façons d'appeler les Filipinas parce qu'elles sont assez dociles et d'ailleurs juste une petite parenthèse, si ce sujet intéresse vos auditeurs, je leur conseille d'aller lire les articles de Liane Moser, qui était anthropologue et qui a fait un travail formidable sur la spécificité des domestiques philippines, notamment à Paris. Ça, c'était pour la parenthèse. Donc, effectivement, moi, j'ai pu constater tout ce qui fait l'exploitation domestique sur place, c'est-à-dire humiliation, essayer de créer des conditions délétères entre les différents ouvriers, ne pas avoir d'heures de départ, d'heures d'arrêt, de fin de travail, être accusé de vol, laisser de l'argent pour voir si on va la voler, nous accuser tout d'un coup de consommer trop de nourriture, donc nous interdire l'accès à la cuisine, et donc on ne pourra manger que dans le garage. Tous les ouvriers dormaient sous la piscine. J'ai beaucoup d'anecdotes qui peuvent relever de cette exploitation domestique. Pour Tita, c'était un peu différent. Là, on pourrait parler presque d'esclavage moderne parce que on lui a confisqué son passeport et donc elle devait attendre pour pouvoir s'extraire parce qu'elle était très choquée des conditions dans lesquelles on travaillait. Pour pouvoir s'extraire de cette famille, elle devait attendre d'avoir fini leur périple. Donc avec elle travaillait pour la fille de Madame et elle s'occupait de son enfant. Donc elle devait attendre qu'ils aient fini une sorte de tour de leur villa. Je pense qu'elle passait à Cannes, puis après en Égypte, et puis après à Londres. Enfin, elle Mhm. était bloquée pendant toute cette période, et elle a dit, moi je veux continuer jusqu'à ce que je sois payée, et après je pourrai partir une fois que j'aurai récupéré mon passeport à Londres, parce que Tita était régularisée à Londres. Mais pour citer des exemples d'exploitation, c'est-à-dire que en fait, par exemple, la couleur de la piscine ne plaît pas, il faut tout vider Aucune d'un idée. coup pendant la nuit. Par exemple, Tita dormait, il y avait trop d'invités, donc on fait dormir Tita avec le bébé dont elle s'occupe dans le couloir et elle Mhm. demande si elle pourrait avoir au moins un matelas. On lui dit tu prends le matelas de la piscine en fait. Et Ouais. grâce au jardinier qui dormait avec nous sous la piscine, il lui file un vrai matelas, etc. C'est des genres d'anecdotes qui sont quotidiennes. Je pourrais les multiplier et tout ça, mais en Mhm. fait c'est le climat en fait qui est très intéressant. Et effectivement, des fois, il y a des personnes extérieures à ce milieu qui viennent nous dire ça. Ça m'avait frappé. Ça m'avait frappé, ça m'a fait réaliser à quel point on vivait dans une sorte de microcosme où les lois françaises n'existaient plus. Ça, C'était quelqu'un oui. qui est venu nous voir, des employés municipaux, après qu'on ait dû vider la piscine, mais justement trop rapidement parce que ce qui ne se fait pas. Du coup, l'eau se déversait sur la route Donc une un peu piscine vidée sous le désir de la fille du sous un couple caprice que en fait. un caprice, voilà. Voilà. Et du coup, au début, pour pas créer de danger sur la, en fait, on était dans les hauteurs de Cannes, donc si on vide la piscine trop vite, l'eau va se répandre sur les routes en contrebas. Et donc, on devait essayer de le vider au seau. Et en fait, on n'a pas pu parce qu'on n'aurait eu jamais le temps en une nuit de le faire. Donc, on a fini par le faire vite. Et ça n'a pas manqué. Le lendemain, des agents municipaux sont venus nous dire voilà, c'est pas normal, il y a de l'eau partout sur la route. Et je leur ai expliqué parce que bah, du coup c'était là aussi les premiers qui parlaient vraiment français qui étaient là, donc je leur ai expliqué ce qui se passait et ils m'ont dit oui mais c'est partout pareil et des fois c'est bien pire dans toutes les villas. Donc ils m'ont montré les villas sur les hauteurs de Cannes, ils m'ont dit dans toutes les Mhm. villas voilà il y a des Philippines tout ça. Donc ça a été vraiment moi un un moment où je me suis dit il faut que je continue ce Mhm. Mhm. travail
Et Mhm. voilà. Et donc, évidemment, ça a été compliqué de pouvoir prendre des photos. Je l'ai pas fait tout de suite. J'ai attendu au moins 3 semaines d'avoir la confiance des employés, de leur en parler aussi, de ce qu'ils soient pas, voilà. Et après, pour pouvoir les publier, Mhm. attendre qu'elle n'ait plus de lien avec cette famille précise. Alors Thomas, on mettra un lien hein, avec sur je pense qu'il y a un Avec lien plaisir. aussi qui pourra relayer vers votre travail. Alors malheureusement, on pourrait passer des heures à évoquer ce drame parce que moi j'appelle ça un drame humain évidemment, mais nous n'avons pas ce temps devant nous. J'aimerais juste peut-être avant que nous terminions que vous nous racontiez cette anecdote dont je vous parlais donc de cette jeune fille diplômée aux Philippines. Oui. Racontez-nous un peu pour terminer quand même sur une note positive. Oui, voilà, parce que effectivement, moi, avec la confiance que j'ai établie avec elle, à chaque publication ou à chaque à chaque fois que ce travail est montré, je leur traduis et je leur demande ce qu'elles en pensent. Et elles m'ont souvent dit, et ce qui est très bien expliqué aussi dans le travail de l'anthropologue de Liane Moser, elles m'ont souvent dit, on n'aime pas ce terme esclave parce que nous, on est fiers aussi de ce qu'on fait. Et c'est vrai Mhm. que ça, j'avais senti ça, très fier. Et en fait, du coup, moi, mon travail était plutôt de leur rendre hommage sur ce qu'elles font, parce qu'en fait, elles ont un objectif très clair sur ce qu'elles veulent faire. Et Mhm. le sacrifice elles le font pas en vain. Alors évidemment, elles sortent à des difficultés qu'elles n'avaient pas prévues au départ, mais c'est vraiment pour obtenir une vie meilleure pour leur famille. Dans le cas de Donna, justement, c'est très. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. Hein. C'est d'ailleurs j'ai Mhm. choisi d'aller au moment où elle recevait son diplôme parce que je trouve que Vous là, étiez sur c'est place, vous étiez sur place pour voilà. la remise du J'étais diplôme. sûr pendant la remise du diplôme, effectivement, parce que c'est quelque chose qui est très significatif. Parce que Donna voulait être infirmière. Mhm. Euh, Sa mère, la mère de Donna, donc la grand-mère de celle qui a finalement été diplômée, est partie aussi comme employée domestique. Mais elle a dû revenir. Donc Donna n'a pas pu. Elle a fait un année d'études et puis après elle a dû justement Suivre elle le chemin de sa s'exiler. mère. Voilà, Mhm. s'exiler à son tour. Mhm. Et puis elle a eu des enfants entre temps. Donc s'exiler à son tour pour et abandonner ses études d'infirmière. Et son exil à elle, par contre, a permis d'aller jusqu'au bout pour sa fille du Donc diplôme c'est la universitaire. troisième génération qui a pu La réaliser des troisième rêves. génération est la première à vraiment être à avoir abouti jusqu'à un diplôme universitaire. En ce moment, donc Nicole, la fille de Donna, travaille dans un hôpital aux Philippines et elle est en combinaison pour lutter contre le Covid. Très Et bien. elle Très bien. commence à pouvoir participer aux frais de la famille, ce Voilà, qui, c'est ça. Oui. elle prend un peu le Qui va relais, quoi. soulager sa mère, évidemment. Et Thomas, oui, c'est une vraie terminez, fierté Thomas, pour allez-y. Donna. Oui, pardon. Ouais, c'est pour dire que c'est une vraie fierté pour Donna et que voilà, elle a encore, elle a 4 enfants, donc il lui reste quelques enfants dont elle doit assurer l'avenir, mais que le but c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Très bien. Thomas, merci vraiment pour le travail qui a été le Avec vôtre. plaisir. C'est très courageux d'avoir mené ce projet jusqu'au bout et en tout cas, on essaiera de relayer votre travail parce que ça en vaut la peine, évidemment. Merci d'avoir accepté l'invitation de diversité.be et à très Merci de bientôt. m'avoir invité. Je vous en Merci prie. beaucoup. Au Au revoir. revoir.